Lundi 30 décembre 2019, merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'invité du jour, c'est M. Cellou Dalein Diallo. Il est président de l'UFDG et chef de file de l'opposition républicaine. Vous le savez, l'actualité politique est marquée par le fait que la Guinée est tournée vers les élections législatives selon la volonté des autorités et selon la date fixée par la CENI, mais dans un climat de double contestation, d'abord des velléités du président Alpha Condé de vouloir doter la Guinée d'une constitution qui lui permettrait de se maintenir au pouvoir, mais aussi de contestation du processus électoral lui-même qui doit aboutir aux législatives du 16 février 2020, ce qui donc fait planer des menaces de manifestation et donc qui a amené l'opposition à se retirer du processus électoral, à boycotter, décider le boycott des législatives, voire même empêcher la tenue de ces élections. Bien sûr, ces sujets sont donc au cœur de tous les débats. Pourquoi ne pas l'aborder avec celui de qui de droit, le chef de file de l'opposition guinéenne, M. Cellou Dalein Diallo, qui nous reçoit ici chez lui. Monsieur le Président, merci de nous recevoir une fois encore. Merci de me rendre visite et de me donner l'opportunité de m'adresser à vos nombreux téléspectateurs. Merci surtout. Alors avant de parler de ce sujet crucial, donc l'actualité politique avec les menaces de manifestation, d'abord l'actualité fraîche, c'est que hier vous étiez, je veux dire le samedi, vous étiez à votre siège à l'Assemblée traditionnelle. Vous êtes livré à un exercice de, on va dire, d'auto-justification sur cette question de Air Guinée. C'est vrai que c'est dans le passé, il y a encore 2 décennies de cela sous le régime Lansana Conté, mais je pense que ça nous rappelle le fait qu'Alpha vous accuse durant 9 ans d'avoir mal géré, d'avoir détourné ceci et cela. Alors vous vous êtes dit que c'était nécessaire le samedi de revenir sur ce sujet. On vous a vu en train de dire à vos militants ce que Alpha Condé porte contre moi comme accusation, je ne suis pas pourtant lié, notamment cette affaire de vente ou de la compagnie Air Guinée à l'époque. Oui, écoutez, je suis un peu surpris de voir M. Alpha Condé revenir sur des dossiers aussi anciens que celui de Air Guinée, sur lesquels j'ai eu l'opportunité de m'expliquer dans quelles circonstances en effet la privatisation de la compagnie ou de l'avion qui en constituait le symbole a été revendue. M. Alpha Condé est toujours à la recherche d'arguments pour me disqualifier, pour me dénigrer auprès de la population, alors qu'il a d'autres choses à faire. Alors j'ai cru devoir rappeler les circonstances dans lesquelles cette privatisation a eu lieu. En disant par exemple que je ne suis pas chargé de la privatisation. Il y a un ministère de l'économie et des finances qui est responsable du portefeuille de l'État où il y a une cellule de privatisation. En tant que ministère technique, bien entendu, j'ai été consulté. J'ai estimé que ce n'était pas bon de vendre dans le cadre d'un gré à gré cet avion à M. Mamad Silla. Donc à l'époque, quand vous avez donné votre avis, j'avais des relations difficiles avec M. Silla, Fikirelek, tout le monde le savait. Je me suis opposé en tant que conseiller du président. Le président a rappelé qu'il y avait 3 avions, 9. Effectivement, il y avait 3 Boeing, le 737, le 727 et le 707. Et dans le cadre de la série de privatisations engagées suite au programme d'ajustement structurel, on a revendu 2 à l'étranger. Si bien que le 707 et le 727, il semble que ces avions continuent de voler au Nigeria. Le président a dit non, cette fois-ci, comme il y a un Guinéen qui veut acheter, lui, il vendra à un Guinéen, contre mon avis. On a eu des discussions devant témoins, c'était extrêmement tendu, il s'est fâché. J'ai dit non, on a estimé que c'est parce que je n'aimais pas mon Silla. J'ai expliqué que la gestion des compagnies aériennes est extrêmement complexe. J'ai donné des exemples sur Ghana Airways, Air Zaïre, Nigeria Airways, toutes les compagnies. Combien de fois les États avaient de la peine à gérer des compagnies aériennes, Air Sénégal 1, Air Sénégal 2, Air Sénégal 3, Air Ivoire 3. C'est extrêmement difficile. Le transport aérien est extrêmement contraignant. Je souhaitais qu'on ait un professionnel avec lequel l'État pourrait s'associer et pour mettre en place une compagnie avec participation de l'État et en maintenant le nom. Alors,
Tout le monde, le Cheikh Amadou Camara le sait, on s'est battu ensemble. Le président a dit il faut vendre puisque le fonds et la banque demandent de privatiser. Alors le président a dit, en tant que patriote, il dit je vends à un Guinéen. Bon, l'opération de vente et de cession, je n'ai pas participé à aucune réunion, ni mon représentant dans le ministère. La cellule de privatisation s'en est saisie et puis ils ont vendu l'avion à M. Silla. Mais pour M. Alpha Condé, c'est moi. Tout ce qui n'a pas marché ou a mal marché sous le régime de Lansana Conté, pour lui c'est ses ministres. Parce qu'il prend M. Lansana Conté comme quelqu'un qui est nul, qui ne comprend rien et que c'est les ministres qui étaient responsables. Mais là, il se trompe. Le président Lansana Conté est un homme d'État, très vigilant, très intelligent. Et il veillait à ce que les choses se passent bien. On ne peut pas penser que c'était le roi nègre paresseux jouisseur qui était là. Il y avait un homme d'État et qui veillait et qui sanctionnait chaque fois que c'était nécessaire. Pourtant, ces derniers temps, Alpha Condé me rappelait en sous-sous d'ailleurs que Alpha Condé disait, notamment à Colomb, ce qui est bon, faites ça pour la Guinée, ce qui n'est pas bon, ne faites pas. Et donc, tout ce qui est arrivé, c'est comme ça se passe. On ne peut pas gérer un État si longtemps comme ça, laisser aux autres le soin de décider pour soi. Et évidemment, il demandait à des commissions de travailler et de rendre compte. Vous avez entendu parler du CCF qui a joué un rôle important dans la gestion du pays, le comité de coordination économique et financière, où il y avait un certain nombre de ministres qui se retrouvaient. Il y avait la cellule technique d'appui à ce CCF dont j'étais moi-même membre. Il y avait tous les jeunes, les Ousmane Kaba, les Madi Kaba, les Kassouri Fofana, les Olga. On se retrouvait là pour apporter un appui technique au CCF. Au CCF, il y avait les Kerfala Yansane, et puis ça a changé, les ministres des Finances, Edouard Benjamin Abor, les ministres du Plan. CCF, c'est le comité de coordination économique et financière. Mais Conté ne laissait pas les gens faire ce qu'ils veulent, en disant que moi je suis ignorant, allez, comme le présente Alpha en caricaturant. Conté demandait la confrontation des avis. Et on se retrouvait au Conseil des ministres, il y avait des discussions, mais en dehors de ça, tout le monde participait. Vous n'allez pas aller faire gérer votre ministère comme vous voulez, conformément à l'intérêt de la Guinée. Non, il voulait savoir, il fallait présenter les dossiers au Conseil des ministres. Les autres ministres apprécient et Conté tranche. La décision en dernier ressort revenait à lui. Et il avait fini par acquérir une forte expérience des choses, des enjeux qu'il maîtrisait parfaitement. Et il gérait le pays pendant tout le temps qu'il était président. Je dis non, M. Alpha Condé cherche toujours parce que je suis son opposant. Sinon, tous ceux qui sont auprès de lui aujourd'hui, beaucoup de gens étaient dans le gouvernement Conté, il était puissant, Kassouri était là, ministre des Finances, mais comme il n'est plus son opposant, il est vertueux, il est bien. Kirdi Bangoura est là-bas, c'est un collaborateur très proche, mais tous, ils n'ont rien fait. Madi Kaba est là-bas, Ousmane Kaba était là-bas à un moment, que Dieu ait son âme, mon frère Selou, le vieux était là. Tout ça, c'était des gens très proches de Conté. On a géré le pays, si vous voulez, ensemble, dans l'intérêt de la nation. Mais comme ils ne sont pas opposés à Alpha, eh bien, c'est des gens vertueux. Mais nous, Sidia et moi en particulier, qui sont des opposants redoutables, voilà, c'est nous qui sommes responsables de tout ce qui est arrivé dans le pays. Et Conté n'en était pour rien. C'est Sidia et moi, tout ce qui est arrivé. Moi, j'ai été Premier ministre 14 mois, mais on considère que depuis 84, c'est comme tout ce qui a, toutes les mauvaises décisions, parce qu'il y en a eu, il n'y a pas un régime parfait. Mais il y a eu beaucoup de progrès, on ne fait pas allusion à ça. Et j'ai profité pour rappeler mon bilan. Là où j'étais vraiment responsable. Je n'ai été Premier ministre que 14 mois, j'ai été longtemps ministre des TP, ministre des Transports. Les résultats sont encore les gens sur place. Je rappelle que la dernière émission qu'on a faite ensemble, vous êtes revenu sur les réalisations qui ont été faites en termes d'infrastructures routières, notamment vers la Haute-Guinée, quand vous étiez ministre des Transports. Des travaux publics, j'allais dire, donc les routes de Kouroussa, un peu partout, qui résistent encore au temps, n'est-ce pas, près de 20 ans après. On aura peut-être le temps de revenir sur tout ça. Pour terminer avec la parenthèse Air Guinée, on parle même des rails qu'on a enlevé, tout ça. Dès que vous avez fini le samedi, on a vu des documents, n'est-ce pas, que la mouvance met sur la toile depuis le samedi, où on voit en pied de page la signature, Monsieur le ministre Seldalen Diallo, où on voit votre nom. Bon, on est chargé, il y a un document où je crois que quelqu'un dit qu'il est passé par vous pour demander la dissolution, des documents officiels quand même. Est-ce que vous voulez dire que oui, en administration, c'est possible que votre nom soit sur des documents, mais que votre avis était que
la société ne soit pas dissolue, ne soit pas vendue en particulier. Je vais vous expliquer. Cheikh Amadou Camara était ministre des Finances. À l'époque. Oui, lorsque j'ai eu la discussion avec M. Alpha Condé, avec le général Lansana Côté devant le président Mamadi Silla, on avait déjà fait appel à la Banque mondiale pour nous apporter un appui dans la privatisation de Air Guinée auquel la banque et le fonds tenaient. Donc ils avaient fait venir un expert qui travaillait au ministère des Transports pour essayer d'évaluer la compagnie et faire un cahier de charge pour la privatisation. Et c'est dans ce contexte que ce travail a été interrompu par le président. Il dit non, c'est pas la peine de faire un truc. Lui, il vend son avion à un Guinéen. C'était quelque chose que Cheikh même a déploré parce qu'il avait besoin d'améliorer ses relations avec les institutions de Bretton Woods pour avoir un programme et atteindre le point d'achèvement. Mais c'était la décision du président, il fallait l'appliquer. Alors on s'est concerté, il dit comment tu fais? Je dis bon, écoute, il faut voir ta cellule de privatisation. Je pense qu'il faut faire une vente d'actifs. On a discuté au plan technique. Après Ibrahima Kamara, qui était président de la cellule, est venu à mon bureau. Bon, je ne suis pas un expert, mais j'ai participé à d'autres privatisations en tant que directeur à la Banque centrale à l'époque, parce qu'on faisait toujours des commissions comme l'ASNAR, qui est devenu l'IGAR, ou des exercices qui ont été faits dans la société de télécommunications et d'autres sociétés. Alors, vraiment, on a échangé, dire, en tant que technicien, comment il fallait faire. Il faut vendre des actifs, parce que la société était évidemment beaucoup endettée. Il y avait près de 500 personnes de personnel, comme pour un seul avion. Parce que toutes les hôtesses, même engagées par la compagnie dans les années 60, étaient là, personne n'était allé à la retraite. Et donc la société ne pouvait pas générer de ressources pour faire face à toutes ces charges. Et les révisions étaient effectuées sur le compte du Trésor. Et puis c'était l'avion présidentiel. Pour les déplacements du président, c'est cet avion qui était réquisitionné, qui assurait les déplacements à l'étranger du président de la République. Donc, mais le ministère en charge de l'aviation civile que j'étais, pour qu'une compagnie fasse du transport aérien, puisqu'il changeait de nom, il fallait que je signe la convention pour donner en même temps le transfert de l'agrément de Air Guinée à la compagnie. Mais les discussions sur la vente de l'avion, son prix et tout, le ministère des Transports n'avait même pas été associé. Bon, ceci dit, il fallait que la convention, c'est seul le ministère des Transports est habilité à donner l'autorisation à une compagnie aérienne d'effectuer le transport aérien de voyageurs et de marchandises. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il fallait que je signe. J'étais au courant. C'est une décision du président de la République à laquelle je suis solidaire dans la mesure où le président de la République a décidé, mais je n'ai pas participé ni à la fixation des prix, ni à la négociation de la transaction. Et tout ça, il y avait une cellule de privatisation au ministère des Finances qui en était responsable. Et c'est cette cellule-là, sous la direction du ministère des Finances, qui s'en est chargée. Voilà ce qui est clair. On va revenir à l'actualité, bien entendu, et parler d'élections, parler de boycott. La dernière fois, vous avez fait une réunion en opposition plurielle et la décision était de boycotter les élections législatives. Au pire, de l'empêcher si Alpha Condé s'entêtait à y aller seul. Depuis cette déclaration, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, assez surprenantes d'ailleurs. Entre-temps, certains de vos amis sont déjà allés déposer leur liste de candidatures, alors qu'on pensait que l'opposition resterait renserrée derrière cette décision. Est-ce que vous êtes surpris au lendemain de cette déclaration de voir que certains d'entre vous ont déjà déposé leur candidature, de l'opposition républicaine même, notamment l'UDG de Mamadou Silla, évidemment le RPR de Yabati Doré, qui sont entre autres partis qui sont directement autour de vous. Est-ce que vous êtes surpris de cela? Oui, surpris mais pas choqué. Bon, surpris. D'abord revenons sur la décision. Effectivement, de boycotter. Voilà, si vous voulez. La décision n'est pas de boycotter. C'est pas de boycotter? Oui, attendez. Oui, c'est parce que cette nuance est importante. Il y a eu une erreur de communication. D'accord. La décision, c'est d'exiger que les conditions d'un scrutin juste, équitable et transparent soient réunies. Notre vocation tous, en tant que parti politique, n'est pas de boycotter. C'est d'exiger qu'il y ait une élection équitable, juste et transparente.
Donc il faut reconnaître que le jour de la réunion, il y a eu une erreur de compte rendu. Non, de compréhension peut-être. Puisqu'on a dit, c'est moi-même qui ai fait le compte rendu. D'accord. Je pense que j'ai été mal compris par certains journalistes. Nous allons exiger qu'il y ait un scrutin juste et équitable. Dans ces conditions ne sont pas réunies. Nous allons exiger que ces conditions soient réunies. Parmi ces conditions, il faut citer l'assainissement du fichier. Les conditions dans lesquelles sa révision a eu lieu, tout le monde le sait, n'étaient pas vraiment justes et équitables. Il y a eu des enrôlements à tour de bras d'enfants mineurs. Il y a eu beaucoup de citoyens qui ont le droit de vote qui n'ont pas pu s'enrôler. Parce qu'il y a eu des obstructions qui ont été artificiellement créées pour qu'ils ne s'enrôlent pas. Lorsqu'ils sont dans les zones réputées être favorables à l'opposition. Je prends un exemple, parce que je ne vais pas citer les régions ici à l'intérieur. Prenez le Sénégal. Le président de la CENI a décidé de ne pas enrôler, de ne pas enregistrer les citoyens guinéens qui sont au Sénégal. Ils sont au Sénégal. Oui. Vous pensez que c'est fait exprès? Non, mais on sait que 90% des citoyens qui sont là-bas votent généralement opposition. Notamment l'UFDG? Oui, notamment l'UFDG. Pourquoi il n'a pas le droit de prendre une décision? Ceux-ci ne vont pas bénéficier, jouir de leur droit de vote. Alors, le président de la CENI dit que ce qui s'est passé à Dakar, c'est que d'abord, le commissaire qui a été amené en mission à Dakar a donné des informations erronées aux citoyens en disant qu'il pouvait donner tous les documents qui les lient à la Guinée, même si ces documents sont expirés, alors qu'il fallait présenter la carte consulaire et le passeport qui sont en validité. Donc, ayant dit aux gens de présenter tout document et que ceux-là ont envahi la commission d'enregistrement, qui ont refusé de prendre ces documents, donc ça crée la frustration. Donc il y a eu cette bagarre. Il n'y a même pas un devis pour rétablir. L'ambassadeur, qui est un agent de l'administration, n'a pas adressé de courrier à l'administration sénégalaise pour l'informer qu'il procédait à la révision des listes. Donc lorsqu'ils ont commencé à déployer, le ministère de l'Intérieur dit non, on n'est pas autorisé qu'il y a référendum. Donc il n'y a même pas eu début de recensement. Et puis même si un commissaire fait une faute, supposons, est-ce que ça vaut la peine de priver les citoyens du droit de leur enregistrement sur le fichier électoral? Ça fait combien de personnes minimum? Bon, si vous prenez, au Sénégal, vous pouvez avoir 500 000 Guinéens. On estime qu'il y a 2 millions de Guinéens, dont la moitié peuvent voter. Mais on a aujourd'hui 0 personne. C'est juste vis-à-vis de ces gens-là. Est-ce que si c'était un fief du RPG, il aurait osé? Bien. Donc là, c'est quelque chose de ça. On ne peut pas rendre la faute d'un fonctionnaire ou d'un commissaire, on ne peut pas considérer parce qu'ils ont failli à leur devoir qu'on va priver, on prend la décision, c'est de corriger ça et de donner le temps à ces Guinéens de se recenser. C'est un droit constitutionnel de voter. Dès lors qu'on a décidé qu'il y aurait des centres au Sénégal, où on sait bien que peut-être c'est le pays où il y a la communauté guinéenne est la plus importante, on ne peut pas, il n'a pas le droit de décider, j'annule tout enrôlement, tout enregistrement de Guinée au Sénégal. Bien. Et ça, c'est entre autres anomalies pour lesquelles vous avez suivi, Monsieur le Président, qui dit que Sigiri doit être plus peuplé que Ratoma et Matoto réunis. Et bien sûr, les gens ont... Ces instructions ont été... Aujourd'hui, vous avez 500 000 électeurs enregistrés à Sigiri. À Sigiri. Bon, lorsque vous regardez selon les zones, on a enregistré jusqu'à 125, 140% de ce qu'on avait en 2015. Mais dans d'autres régions, c'est toujours beaucoup moins. C'est 60, 70% au maximum. Prenez Dixine. Dixine, il y avait 138 000 votants. Aujourd'hui, il y a 70 000. Kaloum, il y avait 61 000 votants. Aujourd'hui, il y a 30 000. Partout, on a estimé que les gens ne sont plus favorables ou n'ont jamais été favorables au RPG. Eh bien, l'enregistrement a été saboté. On a essayé d'enrôler le minimum possible en déclarant les machines en panne et en créant des obstructions artificielles pour que les gens ne se recensent pas. Alors, nous avons dit, pour revenir à la communication, il faut que les conditions d'un scrutin équitable, juste et transparent soient réunies. Et parmi ces conditions, le premier, c'est ce fichier. Il faut que ce fichier, qu'on ait la certitude
qu'il ne recèle plus de mineurs et qu'on donne la possibilité aux autres Guinéens qui en ont été privés, la possibilité de se recenser. Donc par rapport aux mineurs, ils disent qu'à la CENI, le logiciel de détecte... Oui, attendez, oui, je vais finir. Il faut qu'on ait la certitude. Personne n'a accès au fichier. Au site central. Au site central. Alors, Mme Camara l'a avoué au Grand Gueule. Il a dit elle-même, elle n'a pas accès. Alors, il y a un monsieur que M. Alpha Condé a recruté, qui s'appelle Keita, je ne sais pas comment. C'est lui seul qui a accès au fichier. Alors, ce fichier doit être transparent. Il doit être accessible, y compris à notre, même s'ils n'ont pas la possibilité de le changer. Mais ils peuvent avoir le droit. M. Safa Tunkara, qui est un commissaire ici de l'opposition, qui est le directeur adjoint de la direction du département fichier, il n'a pas accès. Il n'a pas accès. M. Kébé, à un moment donné, a voulu lui donner le droit. Mais ce M. Keita, qui a posté là par Alpha, a dit non, qu'il ne peut pas avoir accès. Alors, il faut qu'on s'assure que les choses se sont bien passées et qu'il n'y a plus d'enfants. Et pour ça, s'il y a la volonté politique d'être transparent, on peut envoyer des experts indépendants, vérifier qu'il n'y a plus d'enfants, vérifier qu'il y aura la question de ceux auxquels on a refusé la possibilité de recevoir. Il faudra qu'on prenne la disposition, puisque c'était une décision humaine de quelqu'un de responsable, alors qu'il n'en a pas le droit, au regard de la loi et de la Constitution, eh bien, il faut qu'on corrige ça, par exemple. Bien. Bon, alors, je disais, le premier, c'était bien entendu le fichier. Le deuxième, c'était l'achèvement des élections locales. On commence une élection, comme on voit que les résultats ne sont pas favorables comme on le souhaite au pouvoir, on décide de suspendre. Et c'est là où je vais vous poser la question sur le verdict de la Cour suprême. C'est un sujet. Oui, je reviendrai. Non, c'est un sujet à part. Je parle des conditions. Des conditions. Parce que les chefs de quartier, c'est des auxiliaires précieux du parti présidentiel pour la commission de la fraude, pour organiser la fraude à la base. Je ne vais pas revenir sur les détails, ce n'est pas le sujet. Voilà. On a dit aussi qu'il faut qu'on ait à la CENI un cadre compétent, neutre et impartial qui saura tenir la balance égale entre les différents compétiteurs. Ce qui n'est pas le cas avec toutes les erreurs et les fautes volontairement commises par M. Kébé, en obéissant aux injonctions de Alpha Condé, en fixant une date qui n'était pas réaliste, parce que bon, est-ce qu'il est peut-être compétent, mais il a une expérience. Il savait bien que le 28 décembre, c'était impossible d'organiser les élections. Mais comme Alpha a dit, il me faut les élections avant la fin de l'année, il a concocté un programme qui était irréaliste, qui était illégal et qu'il a décliné devant le peuple de Guinée. Un homme comme ça ne peut pas être à la direction de la CENI parce que Alpha est capable de lui dire je t'envoie les résultats que tu vas déclarer, que ces résultats ne soient pas ceux issus des urnes. Donc on a dit qu'on a besoin de confiance. C'est la confiance qui est à la base de tout. On n'a pas confiance au fichier, on n'a pas confiance maintenant au président de la CENI, compte tenu des actes qu'il a posés et qui étaient contraires aux lois de la République et aux bonnes pratiques. Alors, donc, oui. Oui, est-ce que vous pensez que le changement perpétuel du président de la CENI est la solution au problème? La solution, il faut qu'on ait, vous savez, il y a le déficit de moralité, d'éthique et de probité dans notre pays. C'est le principal déficit. On parle de déficit d'infrastructure, de déficit macroéconomique. Mais on a un problème. Les gens sont à la recherche des faveurs du président, où ils sont corruptibles et ils ne peuvent pas être justes et impartial. Ça, c'est un problème. Lorsque vous avez prêté serment de l'être, vous avez failli, même s'il faut changer une fois, je pense qu'il faut que la faute soit sanctionnée. L'absence de fonction et l'impunité encouragent vraiment la récidive. Donc, pour moi, c'est ça. Un président de la CENI doit se montrer digne de la confiance et respectueux de son serment. Alors, je dis, donc, on a posé 3 conditions. Le fichier, les élections locales, il faut l'achever, et puis le départ de Kébé à la CENI. Non, le remplacement du président de la CENI. D'ailleurs, lui, il ne devait pas être là. C'est parce qu'on a arrêté, on avait contesté la CENI. Vous vous souvenez? On a décidé de la changer avant le terme de son mandat. Mais le RPG a fait revenir les mêmes personnes. Mais lui, il est de la société civile. Oui, mais oui, mais vous savez... du barreau qui est venu au compte de la société civile. Oui, mais il ne devait plus. Normalement, on devait le récuser parce qu'il faisait de l'ancien CENI qu'on a récusé pour incompétence et manque d'impartialité. Évidemment, sa base lui a renouvelé sa confiance. Non, mais il ne pouvait plus. Dès lors que
On a accepté par consensus qu'il fallait changer la CENI parce qu'elle n'était pas à la hauteur de sa mission. Ceux qui étaient là ne devaient plus être là. Tout le monde. Oui. Non, vous vous souvenez, on n'a pas attendu le terme du mandat. On a protesté au cours du dialogue politique, on a décidé de changer la CENI. Mais je pense que l'opposition a accepté que du côté du RPG, que ce soit les mêmes commissaires qui reviennent, et du côté aussi de la société civile. Dès lors qu'on avait récusé cette CENI, on ne devrait plus accepter que les anciens membres soient là. Alors, on va observer juste la petite pause dans cette émission. Derrière, on se retrouve pour continuer à parler de ce sujet crucial qui est donc les élections de 2020, législatives bien sûr, décriées en termes de processus par l'opposition. Tout de suite après. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité, c'est M. Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition guinéenne. Vous l'avez compris, nous parlons d'élections et je l'ai dit, le moment est crucial et évidemment les menaces de manifestation planent au-dessus de la tête de tout le monde. Ils l'ont dit à partir du 6 janvier. Mais on parle toujours de boycott, je l'ai dit. Alors dès que vous avez fait cette annonce la dernière fois, tout le monde a compris que vous disiez on n'ira pas à ces élections, étant donné tous les problèmes que nous avons évoqués. Et puis après, vous avez certains qui courent pour aller déposer leur candidature. Même si vous venez de le dire, de le rectifier, vous n'avez pas dit clairement que vous boycottez. Mais du fait que les autres se sont empressés pour aller déposer les listes, est-ce que vous pensez que, en fait, il n'y a pas d'harmonie, de respect de consignes communes en votre sein? C'est une pratique courante dans ce pays et même ailleurs, en Afrique. Vous savez, l'union de l'opposition est extrêmement difficile. Et M. Alpha Condé est là, il a une caisse, les gens sont parfois dans le besoin, il y a une multitude de raisons qui peuvent faire que les gens décident d'agir en fonction de ce qu'ils considèrent comme l'intérêt de leur parti. Légitime? Non, c'est lui. Bien, il faut que je revienne sur la quatrième condition. Il fallait que M. Alpha Condé renonce au changement de constitution et de troisième mandat. Donc, bon, ça c'était la quatrième condition qu'on avait posée. Donc, par rapport à... Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, vous n'irez pas, en tout cas l'UFDG n'ira pas. Nous demandons à ce qu'elles soient réunies pour qu'on participe. Je dis encore une fois, notre vocation n'est pas de boycotter. Alors, est-ce que vous allez déposer donc la liste en attendant que ces conditions soient réunies? Non, on ne dépose pas oui, parce qu'il y a une période légale. Hein. C'est jusqu'à la période légale ce soir à 0h, lundi. Non, la période légale, c'était le 18 décembre. Tous les dossiers déposés là, à partir du 18 sont forclos. C'est illégal. La loi a fixé le délai. La CENI ne peut pas changer la loi. Sauf s'il y a un consensus, il y a une procédure. Cette procédure n'a pas été utilisée. Donc là, on est dans l'exception. On est dans l'illégalité absolue. Tout ce qu'on déposé après le 18, normalement le dossier doit être rejeté au regard de la loi. Donc il n'y a plus de loi. On est dans... Donc ce qui veut dire que vous pouvez déposer même après. Bon, je ne vois pas pourquoi on nous le reprocherait. Parce que c'est toutes les choses... À condition que les conditions là soient réunies entre-temps. Oui, bon, entre-temps, non, mais attendez, on ne va pas attendre le scrutin parce qu'on a dit qu'on va empêcher. Mais on va se battre dès le début janvier pour exiger que ces conditions soient réunies. C'est là aussi une nuance importante. C'est-à-dire on n'attend pas le jour du scrutin pour venir casser des bureaux de vote, tout ça. Non, on va dès le mois de janvier se mobiliser pour exiger que ces conditions soient réunies. Qu'on reprenne le recensement pour que par exemple ceux de Dakar soient recensés, que ceux en Guinée ici qui n'ont pas pu soient recensés, et puis qu'on élimine tous les mineurs du fichier, si tant est qu'il existe encore des mineurs dans le fichier, et qu'on parachève justement l'installation des élus locaux, et que Alpha Condé déclare ouvertement qu'il n'y aura plus de référendum, alors qu'il l'a déjà dit. Il a fait une annonce la dernière fois en disant que le projet de nouvelle constitution est déjà prêt et qu'ils vont le vulgariser et après on ira au référendum. Oui, alors je vais vous dire d'abord, dans quel pays vous avez vu, on commence une élection prévue par la constitution. Et puis au milieu de l'élection, on décide d'arrêter de commencer une élection. C'est en Guinée seulement. On n'a pas fini. La loi est claire, elle définit les conditions dans lesquelles cette élection doit être faite, avec toutes les étapes. Par rapport aux chefs de quartier? Oui, par rapport aux conseils régionaux, les conseils de région. Les conseils régionaux. On décide de ne pas faire. Et puis avec l'arrogance que vous connaissez au RPG, ils disent non, on n'applique pas la loi. Maintenant, la Cour suprême vous a donné raison. Oui, bon. Qu'est-ce que vous attendez à présent? Non, mais écoutez, vous savez, Alpha a juré sur la Constitution de respecter et de faire respecter la Constitution et des décisions de justice. On a ajouté ça dans le serment.
Ça devient une décision de justice, puisqu'il n'y a plus de recours après la Cour suprême. Mais Alpha s'en fout de ça. Vous allez... Pourquoi déjà il avait décidé de ne pas achever? Simplement parce qu'il vit qu'il partage avec l'opposition la gestion des quartiers, qui sont des auxiliaires précieux pour lui dans l'organisation de la fraude électorale. Bien. Il a décidé de ne pas appliquer parce qu'il a constaté que l'opposition peut prendre 5 conseils régionaux sur les 8, y compris Conakry. Il a dit non, ça c'est pas acceptable. Bon, donc les lois ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, c'est ses intérêts. Et la loi est là maintenant, en plus de la loi, qui est claire, il n'avait même pas besoin d'aller à la justice. De toute façon, ceux qui avaient déclaré qu'on n'installerait pas les conseils de quartier et les conseils régionaux le savaient. Maintenant, la Cour suprême a pris la décision. Nous allons prendre les dispositions pour désigner nos chefs de quartier et saisir les mairies conformément à la décision de justice et de la loi. Voilà, parce que c'est ce que la loi dit. Il y a un juriste même récemment qui a dit que si les chefs de quartier n'étaient pas installés, c'est de par votre faute que vous deviez prendre vos résultats, choisir vos hommes et adresser ça aux différents maires qui devaient eux les installer. Donc c'est ce que vous allez faire, c'est l'étape suivante que vous allez observer? Oui, c'est l'étape, mais il y a une étape qui incombe préalable, qui incombe au ministre de l'administration du territoire. C'est lui qui doit prendre un arrêté, fixer le nombre de sièges pour chaque conseil de quartier. C'est ce que Bourema Koné doit faire? En fonction de la population du quartier ou du district. Et s'il ne le fait pas, Bourema Koné, s'il ne fait pas cela entre-temps? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il viole la loi? On n'a aucun seul recours, c'est la rue. Bien. Alors, en attendant que Bourema Koné observe ce verdict de la Cour suprême concernant les élus locaux pour que ces chefs de quartier soient installés avant les législatives, on verra bien s'il prendra ce tact-là pour définir le nombre de personnes par conseil de quartier, ainsi de suite. Alors, on va parler de 2 sujets liés à l'économie, puis on reterminera par l'actualité nationale en 1 minute, ce que vous aurez retenu de cette année 2019 qui finit. Dans 24 ans, on sera dans 2020, si Dieu le veut bien. Alors, on parle d'éco. Hein. Vous êtes bien focalisé sur ce genre de questions en tant qu'aspirant à la fonction de chef d'État. C'est une décision majeure qui va être prise là par les chefs d'État de la CEDEAO d'adopter la monnaie unique. Et Ouattara, la dernière fois aux côtés du président français, justement, a annoncé comme quoi l'espace CEDEAO va adopter désormais cette monnaie éco. Mais je crois qu'il y a une sorte de dissension un peu. On dit non, que c'est l'espace UEMOA qui est plus près en ce moment en termes de, comment on va dire, des critères de convergence, de respect des critères de convergence. Quel est votre regard sur cette question-là? Oui, d'abord je considère que les décisions annoncées à Abidjan par le président Macron et le président Ouattara, à certains égards, c'est un progrès. La CEDEAO a déjà accepté le nom de la monnaie unique de la CEDEAO. C'est l'ECO. Il y a 8 pays membres de la CEDEAO qui sont regroupés dans ce qu'on appelle l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Ces pays ont déjà une banque centrale commune, un droit des affaires commun, un contrôle de l'activité bancaire en commun, et qui ont harmonisé leur politique fiscale et ils ont la même politique monétaire. Ils se sont retrouvés en négociant avec la France, ils ont décidé d'adopter déjà l'ECO. Pour que les autres pays dans l'espace LUMOA, les autres pays devraient les rejoindre. Sauf qu'il y a un petit problème. Ces pays étaient dans le CFA. Ils changent le nom de leur monnaie, ils adoptent le nom de l'ECO. Alors le CFA avait quelques caractéristiques, il y avait un échafaudage. C'est-à-dire que les pays là avaient décidé de demander l'aide de la France pour pouvoir avoir une monnaie à parité fixe vis-à-vis du franc français, ensuite de l'euro. La France était d'accord de rendre cette monnaie convertible pendant une première étape, et le billet et la monnaie scripturale étaient convertibles, illimitées. C'est-à-dire si vous aviez un billet de CFA, vous pouviez aller à la Banque de France, vous preniez du franc français. D'accord. Est-ce que vous soyez une banque, une entreprise ou un individu? Un individu. Lorsque vous alliez dans une banque dans le monde, puisqu'il y avait cette garantie de la Banque de France, vous présentez dans une banque suisse le franc CFA, le billet, et bien la banque suisse prenait le CFA et vous donnait du franc suisse, sûr qu'elle était de se faire
de changer son billet. C'est ce que vous appelez en termes techniques la convertibilité? La convertibilité illimitée. Illimitée. Après, on l'a restreint. À un moment donné, on s'est rendu compte avec le pétrodollar au Nigeria en particulier, les gens, alors qu'il y avait une réglementation d'échange plutôt sévère au Nigeria pour exporter des capitaux, ils venaient à Lomé, au Bénin, acheter beaucoup de CFA et aller les déposer directement dans leur compte. Et les banques suisses et anglaises ramenaient beaucoup de francs CFA à la Banque de France. Donc on a décidé en 1992 de mettre fin à la convertibilité du billet. Illimité. Non, le billet n'était plus convertible. Okay. Le CFA en tant que billet, mais la monnaie était, c'est-à-dire si vous avez un compte, vous pouvez virer. D'accord. On est dans la même zone monétaire. Bref, ça c'est de l'histoire. On pourra faire une émission si vous voulez sur le CFA, l'histoire. Mais pour revenir à l'écho, donc les pays non membres de la zone franc en Afrique de l'Ouest avaient un malaise de voir le rôle important de la France dans la gestion de la monnaie. La France, comme j'ai dit, pour garantir la convertibilité de la monnaie et pour faire face à un besoin conjoncturel de devises au cas où les pays, sous l'effet d'un choc externe, n'avaient plus les moyens d'assurer le financement de leurs importations ou de paiement de leurs dettes, la France s'était engagée à leur avancer de l'argent. Mais moyennant quand même quelques conditions. La première condition, c'est que ces pays déposent 50% de leurs réserves de change à la Banque de France pour le compte du Trésor. Ça leur appartient. Sous forme d'or ou... Non, les devises. Les devises. Lorsqu'ils exportent du café ou du pétrole, pour les choses, les recettes, 50% doivent être déposées à la Banque de France sur un compte du Trésor français. Ça, c'est la contrepartie de la convertibilité illimitée et de la fixité du taux de change par rapport à l'euro. Donc les autres pays membres de la CEDEAO étaient gênés par l'existence de cette... peut-être pourquoi on dépose 50% de nos réserves là-bas. Même si ce dépôt était rémunéré au cours du marché et que ça restait la propriété du pays. C'est-à-dire qu'on pouvait l'utiliser à un moment donné pour niveler. Alors, ce n'était pas un montant colossal par rapport à l'économie française. Ça a atteint 16 milliards de francs, 16 milliards d'euros. Pour les deux banques centrales, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Bon, donc la réforme maintenant, au niveau, il y a eu la réforme en fait, si vous voulez, du CFA. Alors il y a le débat là-dessus. On a dit qu'on change de nom, c'est l'écho. L'autre contrepartie, pardon, pour cette convertibilité illimitée, en plus du dépôt de 50%, il y avait la participation de la France dans la gestion de la BCEAO, dans le comité monétaire et dans le contrôle de l'activité bancaire l'activité bancaire dans la zone du mois. Maintenant, ce qui ne sera plus le cas. Oui, la négociation entre le président Ouattara et Macron, la France a dit bon, je n'ai plus besoin de contrepartie, mais je vais, à titre transitoire, continuer à assurer la convertibilité illimitée de monnaie. Donc, l'UMOA n'a plus besoin de déposer 50% de ses réserves de change. Elle n'a plus besoin d'admettre dans le conseil d'administration de la banque un représentant du français, ni dans le comité monétaire, ni dans le contrôle de l'activité bancaire dont le siège est à Abidjan. Donc la France se dégage, mais elle maintient le taux de change par rapport à l'euro reste le même, c'est-à-dire pour le CFA que l'éco, et que la France accepte d'avancer en dernier ressort de l'argent à la Banque centrale si elle avait des difficultés de paiement extérieur. Alors maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Les autres pays, comme la Guinée, le Nigeria, le Sénégal, la Guinée, la Gambie, le Nigeria, le Libéria, ces pays normalement devraient adhérer s'ils satisfont les critères de convergence. Parce qu'il faut que, au niveau de l'inflation, au niveau de l'endettement public, au niveau d'un certain nombre de critères de convergence qui ont été adoptés. Bon, le cas de la Guinée, par exemple, vous pensez qu'on est... Oui. Vous avez sans doute les informations. Moi, j'étais avec le gouverneur de la Banque centrale la dernière fois qui disait qu'on est en bonne voie parce qu'en termes de réserve en devises, on a, je ne sais pas si c'est plus de 3 mois d'importation. Et puis, il a parlé de l'inflation. On est en dessous de 10%. Voilà. Vous pensez que la Guinée, en tant que telle, objectivement parlant, on ne parle pas de politique à ce niveau, elle aura quelques efforts supplémentaires à faire, mais elle n'aura pas de difficulté majeure à rejoindre. D'accord. Dans ce cadre-là, l'UMOA dans une première étape, mais il faudra essayer de dire quand est-ce que la fin de la transition, parce qu'on est dans
dans une période transitoire. L'ECO va remplacer le CFA à la BAO, mais la Banque centrale reste la BCAO. Est-ce que les pays membres de la CEDEAO vont maintenir la Banque centrale à Dakar et utiliser ce qui était encore la BCAO, le même personnel, tout en ramenant les pays anglophones? Il faut que le Nigeria, dont l'économie pèse 72% de l'économie de toute la région, la Nigeria seule, c'est 72% du PIB de la CEDEAO. Donc c'est une... Et le Nigeria, on a l'impression qu'ils traînent les pas un tout petit peu, depuis la déclaration de la Côte d'Ivoire la dernière fois. Oui, ils ont demandé des explications. Il y a beaucoup de gens aussi bien dans les administrations des pays en dehors de la zone franc qui ne comprennent pas très bien le mécanisme de fonctionnement du CFA. Mais je pense que le président Ouattara devait expliquer à M. Buhari de quoi il s'agit. C'est-à-dire que si il se trouve que les pays de aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? C'est la garantie en dernier ressort de la France. Si les pays africains n'en veulent pas, il n'y aura pas de problème. Bien. Si la définition de la monnaie, c'est par rapport à l'euro. Si les pays de la CEDEAO n'en veulent pas, ils veulent un panier de la monnaie, que ce soit un panier de la monnaie, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle réel par rapport à l'intégration et l'adoption de l'ECO en dehors des critères de convergence qu'on avait prédéfinis. Ceci dit, il faudra dire où sera la Banque centrale. Est-ce qu'on maintient la BCAO, on la restructure pour qu'elle soit maintenant la BCAO, parce que c'est la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, même le nom. Est-ce que l'on maintient les locaux tels qu'ils existent aujourd'hui dans les États, parce que la Banque centrale, la BCAO a des banques centrales, si vous voulez, nationales à tous les niveaux. Ils ont construit les mêmes types de bâtiments. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec l'arrivée des autres pays membres de la CEDEAO? Il y aura des choses à définir, mais on peut changer. Est-ce que vous savez que la monnaie guinéenne est définie par rapport au DTS et non par rapport au dollar? Et le DTS est... Oui, le DTS c'est un panier de monnaie. C'est-à-dire on a le choix de définir notre monnaie par rapport à une monnaie, le dollar, l'euro, ou alors un panier de monnaie qui généralement tient compte de la structure du commerce extérieur. À l'heure actuelle, au niveau des pays de l'UEMOA, 42% du commerce extérieur se fait avec l'Europe, donc l'euro et l'indice. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'on intègre le Nigeria qui vend son pétrole en dollars et qui va peser lourd dans les exportations de la zone, on peut dire que c'est un panier de monnaie qui va comprendre le dollar aussi. Le dollar aussi, et la monnaie chinoise, pourquoi pas, parce que le contenu de l'ouverture de nos marchés vers la Chine, il y a beaucoup d'échanges commerciaux avec la Chine. Bien, c'est des sujets intéressants sur lesquels il nous faut sans doute une émission intégrale, parce que j'aurais voulu qu'on parle aussi de la... Comme je l'ai dit, vous aspirez à être chef d'État, et donc il y a des questions majeures qui se posent, notamment la ZLEC, la zone économique d'échange continentale. C'est très important. Est-ce que c'est une rêverie ou est-ce que c'est possible avec toutes les tracasseries frontalières, la question des monnaies aussi, avec les zones monétaires différentes dans tout le continent? Est-ce que ce n'est pas des obstacles? C'est vraiment un sujet intéressant. Dès que vous avez le temps, Monsieur le Président, nous sommes disponibles à en parler. J'ai participé à beaucoup de surveillance en tant qu'expert. J'ai été invité à des conférences où on a parlé de ces sujets. Cette zone de libre-échange continentale. C'est vrai, aujourd'hui, elle est adoptée et ratifiée par la majorité. Sauf l'Érythrée? Oui, la majorité requise. On avait fixé un seuil de ratification pour essayer de mettre en vigueur la chose. C'est un acquis, mais la mise en œuvre est extrêmement compliquée. Voilà. Il faudrait que les États, y compris la Guinée, fassent déjà l'étude d'impact. Parce qu'il y a une période de transition où tu veux demander que tel secteur de ton industrie soit protégé, tu n'ouvres pas ton marché. Mais il faut que l'étude d'impact soit réalisée et qu'on sache en Guinée quelles sont les conséquences de cette ouverture aux autres pays africains de notre marché, sans droit de douane. Sans compter que nous sommes dans un pays, pour le cas de la Guinée, et beaucoup de pays sont dans le cas, le cordon douanier rapporte énormément au niveau de l'économie. De recettes fiscales. C'est-à-dire que l'impôt intérieur n'est pas
très bien développé. C'est le cordon douanier où on peut saisir facilement le mouvement des marchandises et les taxer là. Lorsqu'il n'y a plus de droits de douane, enfin, en tout cas pour les produits d'origine africaine, il y aura un impact à la fois sur le budget de l'État, sur les recettes. Et ensuite, il y a des conséquences négatives sur l'industrie guinéenne qui se développe, parce que si vous avez la concurrence de l'industrie nigériane qui ne paye pas d'impôts, l'Égypte, l'Afrique du Sud qui sont développés, qui sont compétitifs sur certains produits, eh bien, vous tuez automatiquement votre industrie. C'est un sujet majeur, j'avoue qu'il nous faut revenir là-dessus. Pour terminer, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui a retenu votre attention en 2019, en bon ou en mauvais, l'appel que vous avez pour 2020, et peut-être succinctement, avant de parler de ça, qu'est-ce que ça vous a dit, ce qui arrive en Côte d'Ivoire contre Guillaume Soro, entre Guillaume Soro et Ouattara, qu'est-ce que ça vous enseigne en une minute, le tout. C'est ce que je retiens en 2019 dans notre pays, c'est que M. Alpha Condé aime les conflits. Il crée des conflits là où il n'y en a pas. Alpha Condé aime les conflits. Il aime les conflits, il n'est à l'aise que dans les conflits. Et il aime parler de la paix. Sinon, comment expliquer? Vous allez aux élections locales qu'on a obtenues au forceps, vous le savez, après plusieurs manifestations. Il donne de changer les résultats. On accepte. Il s'empare des communes qui l'intéressent, comme Matoto, Dubreka, Kindia, qu'il n'avait pas gagné. Il dit non, on change les résultats. Après, on passe un accord. On passe un accord, il dit non, il ne faut pas respecter. On devait organiser les élections au début de l'année. Il dit non, il ne faut pas les organiser. Il attend à mi-août, il dit non, il faut organiser les élections. Non, d'ici la fin de l'année. On viole la loi, on fait la révision dans la période de révision, où la loi prévoit 3 mois, et puis dit bon, on va faire en 25 jours. La loi dit 3 mois, du 1er octobre au 31 décembre. Donc c'est l'entêtement d'Alpha Condé que vous avez retenu? Oui, l'entêtement, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui n'auraient pas été s'il y avait la volonté politique d'aller dans le calme, le respect de la loi. Et ça, c'est un problème. Ensuite, il y a l'état de route, la circulation, combien de fois, elle est difficile, pénible partout. Vous avez entendu parler de l'état du réseau routier entre Yomou et Zériko. Aujourd'hui, c'est impraticable. Mais toutes les routes sont dans un état défectueux, sauf Kouroussa et Malé. Que vous avez fait. D'accord. Non, c'est pas ça. Oui, mais le reste, vous le savez. Oui. Donc, c'est la question de qualité. Alors vraiment, voilà, j'allais dire que nous sommes presque à la fin donc, de cette émission, et comme je l'ai dit, c'est sans doute le dernier numéro que nous faisons avec M. Cellou Dalein Diallo pour cette année 2019. On se retrouvera en 2020 avec lui pour sans doute aborder d'autres sujets majeurs de notre pays. Sans doute l'actualité aura évolué entre-temps, on verra bien. Merci donc de votre fidélité et votre attention. On se retrouve très prochainement avec M. Cellou Dalein Diallo dans un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.